tu nous expliques. C'est bon. C'est bon. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que s'il y a problème, tu nous signales, on interrompt. Voilà. Parce que dans l'ensemble, on garde donc. Finalement, ça reste centré autour de vous. Et on ne fait pas de coupure, on garde en général l'intégralité. Et jusqu'à présent, c'était toujours très bien, mais s'il y avait besoin de coupure, on vous en parlerait. Entendu. S'il y avait quoi que ce soit. Bon, Monsieur Madinet, nous vous remercions de nous confier vos réflexions à l'occasion du colloque Nature et Cité qui réunit artistes, architectes, paysagistes, urbanistes et philosophes autour des questions de nature, ville, architecture, rythme. Donc, si vous le voulez bien, nous allons vous proposer quelques questions. Et tout d'abord, que veut dire le mot nature? Voilà une question essentielle et difficile. Parce que ce sens varie et d'une manière parfois imperceptible et cependant décisive. À tel point qu'on peut arriver à cette question qui en est le prolongement nécessaire. Est-ce que lorsque nous parlons de nature, nous n'utilisons pas aujourd'hui un concept devenu anachronique, à tel point que se réclamer de la nature serait une marque de régression par rapport à l'évolution formatrice de l'homme. C'est donc une question très grave. Mais avant d'y répondre, je pense que la première doit être envisagée. Je crois que le mot de nature se définit par opposition à d'autres mots avec lesquels il forme couple. Si on va de l'extérieur à l'intérieur, la première opposition qu'on rencontre, c'est celle du naturel et de l'artificiel. L'artificiel, c'est ce qui est fabriqué techniquement. Un artefact est un produit de la fabrication humaine. Et ici se rencontre tout de suite une première difficulté. Dans le mot artificiel, il y a art. Et le mot art a deux sens dont le recouvrement fait question. Il y a d'abord le sens de technique, techne en grec, ou même ars en latin. C'est une technique. Mais ce qu'on appelle les arts aujourd'hui ne peuvent pas être assimilés à n'importe quelle forme de technique. Déjà, on a distingué dans le Moyen-Âge les arts mécaniques et les arts libéraux. Et même ce que nous appelons art aujourd'hui, peinture, sculpture ou architecture, relevait de cette formule ars consistit in judicando. L'art consiste dans le jugement. C'est-à-dire que l'exécution
suivait la formation intellectuelle de ce que on voulait mettre en vue. Léonard de Vinci, lui, fait l'éloge des arts mécaniques. Et au fond, son statut d'ingénieur se rebelle contre l'exclusion que les arts libéraux et la conception artistique prétend lui opposer. Il y a là un véritable problème, qui est celui du rapport entre art et technique. Mais il est insoluble s'il est posé de cette façon. Je veux dire, d'un côté le jugement, de l'autre côté l'exécution. C'est qu'au fond, une forme n'est pas un concept. Et tandis qu'un concept est significatif, une forme, elle, possède une signifiance. Elle est signifiante par elle-même. Elle est signifiante dans le moment même de sa formation. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté le matériel, de l'autre le spirituel. Il y a là une dimension qu'il faudra bien mettre à nu et qui nous conduira d'ailleurs à mettre à nu le véritable sens de nature. Donc, voilà cette première opposition qui se double d'une seconde. L'opposition de nature et société. En Occident, on a été habitué à cette opposition, notamment par Jean-Jacques Rousseau. Un discours sur les lettres et les arts, là, comme la société corrompt la nature. Et au fond, il la corrompt dans la mesure où il est une même expression de la société. Alors, qu'est-ce que la nature? C'est une espèce donc, de puissance qu'on pourrait dire, depuis les origines d'ailleurs, génésiques. Je pense au De Natura Rerum de Lucrèce, qui débute par une invocation à Vénus, donc à la puissante génitrice. Et alors, l'opposition de la nature et de la société est celle de ce qui naît par génération et celle de ce qui naît par institution, où on rejoint la notion d'artifice, dans la mesure où la notion de production et la notion de génération diffèrent. Et ce que nous trouvons ici, c'est la dimension, je dirais, du vital et du biologique, en opposition à la dimension technique. Alors, la nature, dans la mesure où elle ne procède pas par fabrication, et où elle procède par genèse, c'est ce qu'exprime exactement la racine même du mot, et son expression en grec qui est physis. Physis vient de phuo, c'est une racine indo-européenne, bœuf ou bou, qui signifie d'abord croître,
pousser, s'épanouir, qui fait donc allusion directement à la végétation. Et il faut remarquer que les cultes du végétal sont toujours attestés parmi les plus anciens. Au pont, Dionysos est apparu en Grèce comme une divinité du monde végétal, avant même d'apparaître comme le dieu de la vigne. Le culte de la vigne, ou plutôt même les rites de la vigne, étant venus que plus tard, tardivement. Par conséquent, on reconnaît dans le végétal une force et qui n'est pas la même que celle de l'animal. L'opposition est celle de la sève et du sang, ce qui est très remarquable. Plus tard, dans l'opposition entre les arts germaniques et les arts méditerranéens, dans la sphère décorative elle-même. L'entrelac germanique n'est pas du tout le même que l'entrelac, et moins encore que du rinceau méditerranéen. Le rinceau est un rinceau de pan végétal qui s'ouvre à l'air libre. Et tandis que la notion de l'animal, qui apparaît, vous savez, les animaux scythes et même à Sarmates, dans les combats d'animaux, où on voit la vie, disons, s'articuler intérieurement à la mort. La vie se manifeste dans la lutte à mort. Alors vous voyez, il y a déjà la différence. Dans l'idée de la nature méditerranéenne, végétale, est toujours présent, souvenir antique, l'idée de la graine qu'on enfouit, qui meurt et qui renaît. C'est donc lié à un schème qui est vie, mort, renaissance, impliquant par conséquent une sorte de temps saisonnier, de temps cyclique, et non pas ce temps continu et en quelque sorte fatal qui lie vie et mort, l'une aux dépens de l'autre, et l'autre aux dépens de la première. Donc il y a là une conception de la nature, vous voyez, qui est par conséquent conception biologique, je dis bien, vitale. Ce qui est à mettre en premier rang, c'est donc cette vitalité qui traverse tout et donc atteste les formes décoratives les plus anciennes, notamment la spirale. La spirale qui est la forme ancienne du labyrinthe dont on ressort après, en quelque sorte, avoir cette exténué dans le centre, mais d'où on ressort. Alors, cette conception du monde végétal, je dirais, continue à diviser nos représentations. Il y a traditionnellement, cette conception, disons, biologique de l'épanouissement végétal, mais il y a aussi une interprétation mécanique. J'ai justement ici apporté le parti pris des choses de Francis Ponge, et où apparaît tout à fait cette conception, cette représentation mécanique. Le végétal est une analyse en acte, une dialectique originale dans l'espace, progression par division de l'acte précédent. L'expression des animaux est orale ou mimée par geste,
qui s'effacent les uns les autres. L'expression des végétaux est écrite, une fois pour toutes. Pas moyen d'y revenir, repentir impossible. Pour se corriger, il faut ajouter. Corriger un texte écrit et paru par des appendices, et ainsi de suite. Mais il faut ajouter qu'il ne se divise pas à l'infini, il existe à chacun une borne. Chacun de leurs gestes laisse non pas seulement une trace, comme il en est de l'homme et de ses écrits, il laisse une présence, une naissance irrémédiable et non détachée d'eux. Alors, vous voyez ici, cette présence irrémédiable, non détachée d'eux, alors, on peut dire, dans quel temps? Ici, elle n'est pas dans un temps qui perdurera. Vous voyez l'opposition dans la poésie d'André du Bouchet, où au contraire, les choses ne sont révélées que sur le pas. Pas dans un franchissement, et à un moment où quelque chose surgit, qu'il pourra, dit-il, aussi bien nommer angoisse que glacier. C'est-à-dire que nous trouvons ici l'opposition par où Frobenius distinguait, on peut dire, les civilisations qu'il appelait mystiques de la zone éthiopienne en Afrique, de celles qu'il appelait magiques de la zone hamitique d'Afrique. C'est-à-dire que les uns veulent accéder aux réalités, les seconds aux phénomènes. Et ils veulent s'en rendre maître, l'homme a pris sur les choses par la magie. Dans l'ensemble des délires, Kuhn avait distingué les délires techniques et les délires magiques. Mais je pense qu'il faut rajouter ce qu'on appelait les délires mystiques, où l'homme est pris dans le jeu du monde. Tandis que dans la magie, il est et le monde doit suivre. Il est maître. Vous voyez, ces deux conceptions de la nature. L'alchimie, par exemple, n'est pas une magie. Elle ne fait pas violence à la nature en lui commandant. Elle doit lui obéir, suivre l'ensemble des transformations de sa matière première, ne pas l'accélérer, ne pas la retarder. Donc, vous voyez que cette idée de la nature constante est variable. Alors, je pense que, avec la technique, la substitution du pouvoir magique au pouvoir technique, du pouvoir technique au pouvoir magique qui nous caractérise, on arriverait à définir ce que nous tenons pour le sens de l'histoire. Et je crois que c'est là l'opposition fondamentale, nature et histoire. Alors, c'est certainement ce qui nous en rapprochera de plus du problème des relations cité-nature que vous posez. Parce que cette fois, la nature ne se définira pas simplement de façon négative, en opposition à d'autres formes de l'être au monde humain. Mais elle pourra apparaître en elle-même pour ce qu'elle est. Et de quelle manière? Eh bien, l'histoire est constituée de projets humains qui tous
répondent à cette présence essentiellement humaine qu'Heidegger a nommé Dasein, c'est-à-dire être le là de tout ce qui a lieu. Vous voyez, comme le projet historique remplace à la fois la puissance ancienne magique ou la puissance actuelle technique en les enveloppant en ceci, que l'homme n'a pas affaire à la nature, il a affaire au monde. Et il faut distinguer naturellement. Le projet est une reprise sur nouveau prêt de l'intentionnalité husserlienne, qui implique une visée. L'homme est un être qui, disons, se dépasse vers un monde, dans Heidegger, où la conscience a toujours affaire à un objet intentionnel, dans Husserl. Or, Husserl a introduit avant, et presque comme base, de cette vie intentionnelle, ce qu'il a appelé le Lebenswelt. Die Lebenswelt, le monde vital. Et je crois que c'est là qu'on trouvera le sens de la nature comme pôle d'être au monde de l'homme. Or, il se trouve qu'un philosophe allemand presque contemporain, Oskar Becker, a développé à côté de l'idée de Dasein ce qu'il a nommé Da-Wesen. Wesen est un verbe qui signifie être, comme Sein signifie être, mais en un autre sens ici. Da-Wesen, c'est non pas être le là du monde dans un projet, mais être là, disons, avec ou à un monde. Vous voyez, il y a un moment où on éprouve ce mode d'être, à savoir au niveau de l'acte le plus primitif de notre existence, la respiration. Je rappelle le poème de Rilke, Atmen, respirer, trois poèmes invisibles, pur échange perpétuel, contre mon être propre de tout l'espace du monde, contrepoids dans lequel rythmiquement je m'adviens. Alors, voyez cet échange, ce change, moi, monde, à même l'acte de respirer. L'animal respire. L'animal est dans le monde, mais il n'est pas au monde. Être à implique le dépassement dans l'ouverture, implique que je me porte dans l'ouvert, quel que soit cette ouvert. Ce n'est pas simplement faire partie du monde, mais pour l'ordinaire, quand nous respirons, nous n'en savons rien. Mais l'art brusquement le révèle, dans l'étonnement. Pas tous les arts, mais les seuls
en présence des œuvres desquelles, effectivement, nous respirons. Et nous nous étonnons subitement de saisir l'importance de cette respiration que l'œuvre nous livre. C'est clair, par exemple, dans la peinture de Talcoat. C'est aussi ce qui, disons, cherchait quelqu'un comme Mondrian, avec ses losanges au de linoir. C'est effectivement ce que Cézanne, qui a tellement supprimé pour atteindre à l'essentiel, à partir du vide, exprime en disant du peintre que toute sa volonté doit être de silence. C'est ce que vous trouvez dans la peinture de Vermeer de Delft, mais dans l'ouvert. Opposé au plein. C'est ce qu'on trouve dans toute la peinture chinoise. Le sens capital du vide, premier. Là où la trace disparaît, on croit qu'il n'y a rien, mais surgit autre chose. Or, c'est ce moment qui du même coup nous révèle ce sens vraiment de la nature, tel que, puisque c'est l'art qui me révèle, ce n'est pas un acte biologique, ce n'est pas non plus un acte historique. Il y a donc un mode d'exister qui n'est ni biologique ni historique. Et l'art est un de ces révélateurs majeurs. Et je crois qu'on touche là à l'art d'édifier la cité, l'architecture, quelle que soit, disons, l'amplitude qu'on donne à sa tâche, que c'est là l'essentiel. Et sans oublier ce que je viens de dire aussi sur la respiration, sur l'ouvert et le vide. Vous venez d'expliquer le rapport et la différence entre nature et monde. Et vous en avez déjà parlé quand vous expliquiez que Talcoat ne disait jamais la nature mais le monde. Oui. Alors que Cézanne va nommer nature cette puissance dont l'homme participe. Oui, mais quand Talcoat dit le monde, il ne pense pas à un monde historique. Hein. Il était même très opposé au monde qui s'historisait sous ses yeux. Pour dire que, évidemment, son vocabulaire, c'est un vocabulaire de peintre, c'est pas un vocabulaire de philosophe. Et il employait les mots, comme ce mot monde qui est tout à fait polyvalent, bien entendu. Mais je dirais que dans un sens, il percevait la nature dans le monde à cet égard. C'est-à-dire que le monde, quand il disait que il reprochait son plus grand reproche envers un art. Et il faut faire attention à l'emploi de ce mot, qui ne prenait pas dans un sens extérieur social, était d'être politique. C'est-à-dire, au fond, ayant déjà une vision et une visée préétablie. Il aurait pu dire un art qui veut moraliser, hein, dans la mesure où le politiquement correct, comme on dit aujourd'hui, est un politiquement moral, hein, même s'il couvre la pire des amoralités. Mais à ce moment, c'est là, c'est le premier acte d'ailleurs. Je crois d'ailleurs que c'est là même l'essence et la justification de l'art. Que cette espèce d'asphyxie par l'abondance, je ne peux pas l'appeler une barbarie, parce que les barbares ne le font pas. Mais
c'est véritablement la décadence des Romains de couture. Est-ce que on pourrait aussi vous demander peut-être de revenir sur ce que vous écrivez dans Art et Existence, lorsque vous dites que la nature, dont Hölderlin dit qu'elle est le fond caché de toute chose, est l'analogue du Dionysos nietzschéen. Un par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire l'analogue du Dionysos nietzschéen. Est-ce que vous venez d'en reparler là? Est-ce que vous pourriez nous en reparler? Oui, et en quoi ça transgresse ça fait parler donc de Hölderlin. Oui. Eh bien oui, mais vous savez ce que dit Hölderlin, c'est dans un tout petit texte sur la tragédie, le titre exact de l'essence des tragédies, quelque chose comme ça une demi-page. C'est... Oui, il parle de l'agitation panique qui constitue le tréfonds de la nature, si bien celle de l'homme que celle des choses et du monde. Mais c'est le texte là où il dit justement que ce qu'il exprime, la seule chose qui puisse l'exprimer adéquatement, c'est, dans le héros tragique, c'est sa disparition. C'est lorsque son signe devient égal à zéro. On retrouve, vous voyez, l'idée là du rien, du vide. Il faut voir, c'est la puissance du rien qui seule peut équivaloir à la genèse du tout. Mais là, curieusement, ce que Hölderlin dit, on le retrouverait plus dans la conception chinoise que dans Nietzsche. Quand je parle de Dionysos, à propos de Nietzsche, du dionysiaque, c'est dans le sens où il exprime bien la puissance panique de la nature. Et vous voyez comment cette puissance panique, d'ailleurs, est en opposition avec la société. Ce n'est pas du tout une divinité poliade. Les thiases sont séparés de toutes les institutions sociales, et il est opposé en même temps à tout ce qui est institution et construction. Au fond, il n'y a pas proprement de temple de Dionysos. Les cérémonies dionysiaques consistent donc dans qu'on appelait les orgies, c'est-à-dire des manifestations violentes, mais qui se faisaient au cours de randonnées dans les montagnes, ce qu'on appelle les orobasies. Oros, la montagne, basi, de baino, marché. Les courses à travers la montagne, notamment à travers le Parnasse, les forêts du Parnasse et du Tégète. Et les femmes y participent, les tiades. Et donc en pleine nature. Et cette nature étant le contraire, disons, du temple, pas tel qu'on peut le percevoir de façon, disons, grossière, approchée, dans la mesure où il est muré. Alors là, on retrouve une conception de la cité. Je me souviens, Georges Duby, exposant, en somme, la division socio-géographique
d'un territoire, Moyen Âge, distinguait, ou plutôt rappelait la distinction entre la cité, mettons la ville, mais qui pourrait être un bourg, la guerre, A-G-E-R, agro, etc., le champ, ce que nous appelons les champs, exactement ce que finalement en Provence on appelle la campagne. Et puis, en dehors, dans une zone où la propriété est indistincte, le saltus, qu'on appelle en Provence la colline. Il n'y a pas la campagne, hein? Pas d'olivier là. La forêt, peut-être les truffes, le gibier, c'est le no man's land. En d'autres termes, il y a deux natures. Celle des champs, nature civilisée, paysage ordonné. Voyez le paysage français d'ailleurs, qui est un des plus ordonnés qui soit. Donc Gaston Roupnel a écrit l'histoire. Marquant par exemple que quand un laboureur engage sa charrue pour tracer son sillon, c'est toujours perpendiculairement au chemin, jamais parallèlement, partout. Alors, avec les détours du chemin, ça vous donne ces éventails des sillons. Donc, paysage très ordonné qui apparaît en somme comme l'extension du jardin, comme vous retrouvez dans les villages. Dans les villages de l'Est, des Vosges par exemple, il y a deux types de maisons, les maisons des cultivateurs et les maisons des commis agricoles. Mais elles ont tout ceci de commun qu'à l'arrière, elles débouchent sur ce qu'on appelle un clos, qui est un jardin doublé d'un verger. Et ensuite s'ouvrent les champs. Mais cette ouverture sur les champs par le jardin qui fait aussi que les champs prolongent ce jardin que le cultivateur était. Ils ont un jardinier de grande surface. C'est qu'il n'est plus. La motorisation, la concentration fait que ce n'est plus. Mais néanmoins, les champs restent un ensemble de campagne ordonnée qui n'est pas la forêt. Il ne reste en somme que la forêt, la garrigue, ou disons les landes, comme lieu qui correspond au saltus, comme lieu de nature sauvage. Alors, voilà le problème. Aujourd'hui, quand en fin de semaine, les habitants de la ville s'en vont, où vont-ils? Je veux dire, où veulent-ils aller? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je pense que le plus grand nombre qui va dans sa propriété retrouve son jardin, ou un jardin. Ou si d'autres peuvent aller, évidemment, dans des endroits beaucoup moins aménagés, mais de plus en plus sous la forme de sport. Le VTT, où finalement les voies sont tracées, où ça donne des difficultés qu'on connaît, mais ce n'est plus du tout la sauvagerie, pas le moins du monde. Cette sauvagerie n'existe que assez rarement. Et pourtant, si nous nous demandons où est-ce que l'homme cesse d'être un être historique pour exister, sans passer par l'oreille d'histoire et sans dépendre simplement de sa biologie, c'est bien plutôt là, ou dans le désert, ou dans la forêt, ou dans la montagne, ou là où il est exposé. Et j'entends exposé à l'ouvert, à quelque chose qui est impossessible. Il ne peut pénétrer, disons, que dans la dilatation de son être, mais il ne peut pas s'en emparer.
Alors, pour ce qui est de la ville, ça c'est une chose très importante. Tant que, si vous voulez, vous voyez ce qui a... vous prenez les réformes qu'avait fait Ceausescu en Roumanie, anéantit les villages pour mettre les paysans dans des villes, comme des barillonnaises, etc. Vous voyez, cette volonté inconsciente, je pense, d'historisation, pour lui, c'était plus une volonté de collectivisation, etc. Mais au fond, c'est que l'homme n'est plus qu'une existence historique. Mais à ce moment-là, l'existence historique, elle n'est au fond que collective. Et je pense que la notion, disons, de singularité personnelle, justement, a son fondement dans cette zone qui n'est plus la zone biologique animale, qui n'est pas non plus la zone historique avec, dont Raymond Aron dit la plus grande vertu de l'histoire, c'est l'oubli, mais une zone d'existence propre. Alors, le libre espace doit être, me semble, l'ouverture. Quels sont les éléments de l'ouverture? On a dit, bon, le végétal, mais l'air, toutes les formes de l'ouvert, avec le problème de l'articulation interne de l'ouvert et, je dirais, du lieu. C'est d'ailleurs l'ouvert qui prend un lieu, qui fait qu'un endroit est un lieu. Et qu'il n'y a de lieu couvert au lointain. Donc en fait, vous diriez que la nature s'habite, mais elle s'habite dans l'ouvert. Comment? Vous diriez que la nature s'habite, mais dans l'ouvert. Oui. Vous voyez encore, je dirais qu'habiter fait appel à un présent constant, permanent. Tandis que la révélation de l'ouvert ne se produit pas à tout moment. C'est des moments quand même privilégiés. Et je crois que c'est à ça qu'il faut penser. Vous voyez, le mot allemand, germanique, bauen, a voulu dire habiter, avant de signifier, disons, cultiver la terre, et avant de signifier bâtir, qu'il a pris. D'ailleurs, un bauer, c'est un paysan, un bourg, c'est un paysan. Mais que ça a pris ensuite seulement le sens de bâtisseur. Donc, on arrive justement à ce que j'appellerais, dans celui qui habite, effectivement, il peut habiter une campagne, où il n'est pas bouleversé à chaque fois par son ouverture même. Mais je pense qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait de ces moments qui rompent la monotonie du temps, ou même, je dirais presque, l'uniformité du temps, enfin, qui ne répondent pas, qui échappent au principe d'inertie. Et comme l'a dit, il me semble que ça peut s'inscrire dans une maison. Il
sous la forme d'échappées, par exemple. Si je suis en plein milieu, mettons, une baie vitrée universelle de tous côtés, contraint en quelque sorte par là, je suis contraint à la réception de tout, il n'y a plus d'ouverture. Je pense que c'est dans l'imprévisibilité que se trouve le secret des véritables instants. Je voulais poser également une question plus d'architecte, mais je trouve que vous avez fait une belle fin sur cet instant. Mais c'était pour revenir à la notion de rythme. Vous avez justement révélé sa présence dans les œuvres d'art picturales, autant dans la marquise de la Solana, l'étude approfondie que vous en aviez faite, et architecturale sur vos études de Sainte-Sophie à Constantinople. Pensez-vous que l'architecture puisse se fonder sur l'accord de rythme esthétique que vous avez abordé, des rythmes binaires cycliques du monde, de la nature, le jour-nuit, été-hiver, soleil du matin, soleil du soir par exemple, des rythmes biologiques, de l'éveil et du sommeil, diastole, systole, aspire, expire, et je dirais plus, peut-être plus existentiel, du recueil et du déploiement vers l'ouvert, donc, et se fonder et articuler ces différents rythmes pour produire une certaine polyrythmie architecturale propre à l'habitation humaine. Premièrement, je crois qu'il faut se rappeler que le rythme comporte toujours nécessairement des moments critiques, discontinus. Que la continuité est contraire au rythme. Le rythme est à chaque fois prêt à défaillir et renaît le même nouveau de cette défaillance. Alors, c'est cette discontinuité rejaillissante qui me paraît pouvoir être ménagée. Pour reprendre Sainte-Sophie, la lumière varie à toutes les heures du jour. D'abord à la coupole, le nombre de fenêtres qui donnent où donne le soleil varie avec le jour. Et par là même l'éclairage du pavement. Et disons les éclairages moyens qui sont au-dessus des coupoles. Il y a une variation. D'ailleurs, nous avons fait l'expérience, puisque nous sommes allés plusieurs fois dans la journée à Sainte-Sophie, quand nous y étions, pour nous le constater. Et c'est ce qu'avait bien marqué Whitmore, hein, qui avait étudié très spécialement ce jeu des lumières. C'est bien ce qu'on retrouvera aussi dans une église romane tout de même, où la variation de l'éclairage, même avec des vitraux dans une église gothique, selon que les bleus ou les rouges vont s'allumer, ça transforme complètement la tonalité de votre ouverture. Alors dans une architecture profane, dans une maison, je pense que, avec moins évidemment de puissance, mais d'une façon effective, ça devrait être possible. Je ne dis pas
parliez du lever, du coucher. Déjà, la lumière varie, n'est-ce pas, déjà toute seule, même si vous... Mais comment mettre en œuvre, en quelque sorte, ces variations? Mais vous aviez dans votre maison que vous aviez faite là, dont vous m'avez donné des photographies, il me semble qu'il y avait bien quelque chose de cela. Il y a une tentative toujours. Oui, bien sûr. Mais pour ce qui est alors, ça c'est de la maison, mais pour ce qui est de la ville, de l'ensemble d'une ville, il y a une question importante, n'est pas, qui est celle de ses abords. Dans une conurbation, ça n'existe plus. Je pense qu'entre Anvers et Amsterdam, on ne trouve plus. Ou alors, à New York, en descendant la côte, on ne le retrouvait plus. Quand la ville est massifiée, je dirais plus, en parlant de choses plus petites. Dans les villages de montagne, qui sont devenus des stations de sport d'hiver, autrefois dans le village, il y avait un éclatement. Les maisons, un éclatement. Chaque maison avait besoin de son espace propre pour exprimer sa tension. Et dans l'ensemble, il y avait assez d'espace pour l'accord. Tandis qu'aujourd'hui, en une station de sport d'hiver, elle n'existe plus. Vous êtes comme dans un quartier. Au fond, le danger, c'est l'homogénéisation. En tant qu'uniformisation. Oui. Oui, puis l'homogène, c'est l'entropie, c'est-à-dire le retour aux états les plus probables. Or, les états les plus probables, ce sont les états où des tensions ont disparu, disons, où tout s'est transformé en chaleur, et où les machines à feu ne fonctionnent plus. Parce qu'il n'y a plus les oppositions internes, les déséquilibres qui se compensent, qui produisent l'énergie. Alors je pense que c'est ça. Au fond, l'entropie, je pense que c'est la grande menace de notre époque. Entropie sociale, alors, qui s'about, qui se trahit par de fausses fuites. N'est-ce pas, cette espèce de laxisme général, de la détente ou ces agitations collectives, le bruit. Bon, le bruit homogénise, tandis que le son, au contraire, ouvre. De même dans la pensée, un peu partout. Et c'est sans doute lié, d'ailleurs, dans le monde, à l'accroissement de population aussi. Donc c'est un problème, une question urgente. Puis il y a le fait tout de même que tous les États tentent au maximum de légalisation. Enfin, vous définissez les limites. C'est la perte des singularités, donc. Comment? C'est la perte des singularités. Absolument. Et je pense que... Alors, vous voyez que
aussi une chose, à quoi c'est lié, qui rejaillit d'ailleurs sur l'architecture. À un certain niveau, c'est lié à la volonté de puissance. Hein? Vouloir commander, comme pour transformer les individus en poules ou en masse. Alors dans la poule, il y aura quelques mouvements browniens, quoi, en plus, mais c'est supervisé d'en haut. Alors on a évidemment un pouvoir. Cette volonté de puissance, elle devient la règle de toute politique. Ou presque toute. Prenez le maire d'une commune. Ce qu'il veut, c'est avoir le plus d'habitants possible, parce qu'alors c'est là que la commune a le plus d'impôts. La quantification. Mais c'est toujours le même problème. Voyez le nombre de lieux anéantis pour le profit. Et bien entendu, la concentration du machinisme qui permet d'employer moins de monde, qui fait des exclus du travail, fait qu'à chaque fois, la moindre occasion de trouver un lieu de production est exploitée au détriment, même jusqu'à la suppression du moindre lieu authentique. Voyez encore hier une projection sur, ou cette nuit par hasard, sur la forêt amazonienne. On a transporté une usine en papier depuis le Japon, passant par Panama, etc. Quelque chose comme la ville flottante de Jules Verne, au milieu de la forêt. Et comme il n'y avait pas de barrage et que le gouvernement ne voulait pas établir, il a fallu utiliser le bois pour brûler, non seulement pour faire la pâte, pour alimenter l'usine. Le résultat, il reste un désert, d'autant que le sol est très pauvre, comme vous avez remarqué. La partie fertile, c'est l'arbre lui-même, qui se reproduit à partir de ce qui est tombé de lui, en plus, évidemment, d'un peu d'énergie solaire, mais la couche de terre est très faible. Donc c'est absolument impossible à récupérer. Mais on voit, c'est... Maintenant, ce que je dis s'oppose évidemment à toute une dimension de l'homme qui a peur d'être, non pas enlisé, enfermé, enchevêtré dans le végétal. Bien, justement, dans la partie que Frobenius appelle éthiopienne de l'Afrique, qui est le centre en particulier, où le végétal est plus que respecté, enfin, où il définit l'air vital. Alors, à ceci s'oppose justement le Nord. Et un peu l'Est, des pays hamitiques, sont des pays de chasseurs, des pays de magie, mais où le végétal est devenu l'ennemi. Dès qu'il y a un arbre, on en fait un bâton. Même dans nos pays, n'est-ce pas, les arbres à proximité, dans les prairies, disparaissent. Pas seulement à cause de l'orage. Alors,
moi, la peur provient d'une attitude qui est de se loger dans le monde comme un concurrent de tout le reste. C'est-à-dire, c'est un défaut d'exister au sens propre, hein, de se tenir hors et de se trouver hors. Je pense que donc la question de l'architecture passe aussi par une pédagogie, ce que Probénus appelle justement une païdeutique, c'est-à-dire une formation, pas seulement évidemment des architectes, mais de toute la population. Et pas en tant que population, mais en tant que chacun est un être singulier. Je peux faire une pause pour le change de cassette. Qui essaie de saisir des formes d'existence en profondeur. Oui, ce qui chez les spécialistes est rare, comme les archéologues. Moi, toujours j'étais surpris d'entendre un archéologue de la région, attendez, c'était en Corrèze, où il était responsable, qui parlait des grottes où se trouvaient des peintures. Il y en a une dizaine sur la centaine de grottes. Eh bien, c'est le seul que j'ai vu capable de considérer ces artistes comme originairement contemporains de lui, et lui inversement. Il sentait qu'il y avait là quelque chose qui n'avait pas de date. Ça dépasse l'idée de ligne historique. Et ça, il le montrait. Et il retrouvait d'ailleurs sans mort quelques vues qui étaient propres à Henri Faucillon sur les mêmes formes pouvant revêtir divers contenus au cours de l'histoire. Seulement les mêmes formes, qu'il avait bien marquées, aussi, elles sont signifiantes par elles-mêmes. Elles ne sont pas là pour signifier simplement leur contenu. Elles le dépassent, et si on sépare le contenu de la forme, on a perdu l'essentiel. C'est là aussi que l'idée de forme doit être appliquée à tous les arts, n'est-ce pas? Pour ça, il faut évidemment abandonner l'idée grotesque d'un prélèvement d'une surface à partir de son contour, ce qui est idiot. Toute forme, finalement, se définit comme rythme. Le rythme d'une matière qui n'est pas la matière. Il y a, disons pour le darwénisme, cette existence qui n'est pas historique ni biologique, elle transcende le biologique, elle transcende l'historique, elle n'est pas réductible à une forme quelconque des temps ou des tas de choses. Et comment peut-on, actuellement on constate un très fort besoin pour les habitants des villes de la nature, en tout cas un grand intérêt pour le jardin, le paysage. Comment est-ce que vous situez? Je crois que le sens de la respiration
s'impose, est donnée partout. Et je parle au sens le plus humble, hein, respirer, mais également, dès qu'on a commencé à respirer, on sent tout de même l'espace s'espacier. C'est que tout de même, les hommes ne peuvent pas faire abstraction de leur humanité. Ils sont hommes. Et heureusement, ce noyau. Seulement, il est menacé, surtout, je crois, à l'adolescence. Parce que toute la société aujourd'hui est complice du narcissisme propre à l'adolescence. Elle est elle-même narcissique. Le nous collectif, le on a gagné. Voyez. Alors, le mondial du on, ça existe. Alors que les adolescents soient pris là-dedans. Voilà pourquoi ils cherchent des échappées, ou des échappatoires plutôt, dans le mouvement. Mais il ne suffit pas de s'agiter pour se mouvoir. Soit. Pour que ce soit des mouvements propres, et vraiment auto. Je crois qu'on va en rester là. Je vous remercie. C'est vraiment cette question de la nature, elle devient maintenant... Et qui tient au mot même. On emploie trop le mot, la nature. Alors, c'est devenu quelque chose qu'on possède, qui est déjà fermé, et sur quoi on a prise. Bon, c'est là où les mots s'arrêtent qu'il faut que la présence commence. Les mots peuvent-ils conduire, ma condition, de se retirer d'avant, de se retirer. Hein. Vous voyez, il ne s'agit pas de regarder les mots comme, je ne sais plus où, ces philosophes, qui au lieu de regarder les choses à travers ses lunettes, regarder ses lunettes. Mais oui. Ce n'est pas, pour se mouvoir en voiture, il ne faut pas regarder son pare-brise, hein, il faut regarder à travers. Mais donc en fait, dans tout ce que vous dites là, dans ce rapport à la nature, c'est pas seulement dans le rapport, comme vous l'avez nommé à certains moments, d'inflation ou de participation, c'est autre chose dont vous parlez là. C'est ni l'inflation ni la participation. C'est l'arrachement. Ben oui, disons que c'est d'ordre existentiel, ce n'est plus d'ordre pulsionnel. Et quand je dis inflation, participation, je désigne à ce moment-là des facteurs pulsionnels. Mais là, l'existentiel ne se limite pas au pulsionnel. Pourquoi? La nature n'est pas biologique simplement, pas plus qu'elle n'est psychologique au sens traditionnel de la psychologie
d'un milieu d'un Innenwelt fermé sur soi. Et il n'est pas intentionnel, ni même projetant au sens du projet. Non, non, il y a une dimension là, mais qui caractérise tellement la situation de l'homme. Enfin, alors, vous voyez donc que à ce moment, l'important, si je parle d'un animal, bon, c'est simple, la nature, de sa nature, c'est sa vie, toutes ses dimensions biologiques. Mais pour l'homme, non. Au fond, pour l'homme, il y a entre le biologique et l'historique, il y a cette dimension, cette existence, il n'y a pas d'autre mot pour la définir, est telle par conséquent que la nature doit être définie à partir de là. À partir de son existence. Ben oui. Vous voyez que le problème, n'oubliez pas, le centre de la question, c'est au fond le centre aussi de la réponse. C'est l'œuvre d'art, mettons l'architecture, la peinture. C'est elle qui fait que l'homme peut se reconnaître, n'être pas simplement voué à la dimension biologique, sans pour autant, disons, s'aliéner historiquement. Merci, on en reste là.